Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Pierre Desprates, compositeur du film Kika, qui est le premier long métrage de fiction d'Alex Poukine, qui s'est fait surtout connaître pour des courts métrages et longs métrages de documentaires. Est-ce que dans l'approche, vous avez senti qu'elle venait du documentaire ? La rencontre, ça s'est passé par Jeanne Trélu, la superviseuse musicale avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, qui a proposé mon nom. On s'est appelé pour se présenter, se rencontrer. Moi, j'avais lu le scénario. Au fur et à mesure de ma lecture, il m'apparaissait que le film n'avait pas besoin de musique. J'avais vu son court-métrage et pas ses documentaires, mais j'avais déjà la sensation que c'était un geste très âpre, sans effet, un peu à l'os. Et je me demandais bien ce que moi j'allais pouvoir venir raconter d'un personnage qui ne se raconte pas et qui ne parle pas. Je me disais ce serait un faux pas de mise en scène. Et je crois que ça a beaucoup plu à Alex d'avoir quelqu'un qui soit plutôt en retrait et prudent. Et en plus, moi je sortais d'un choc de comédie dramatique. J'ai vu Memory de Michel Franco, qui est un film sans musique et où on suit aussi des personnages toujours avec un temps de retard, dont la vie se déplie par énigme. Et je me disais, tiens, ça fait sens qu'il y ait peu de musique. Et pourtant, malgré ça, Alex avait l'intuition, aussi peut-être parce que c'était son passage à la fiction et à ses outils plus classiques, de vouloir de la musique autour d'une idée qui était chuter et se relever. On revenait toujours un petit peu à cette idée dans la question musicale, c'était il faut qu'on ait la sensation que même si la machine s'enraye, quelque chose continue à couler, quoi. Ça nous échappe un peu, mais il y a un mouvement, qu'il soit interne, externe, et je trouve que c'est assez l'image du film. Et du coup, là, moi, je me disais, c'est vrai qu'on raconte pas les émotions de Kika, on raconterait presque une sorte de machine qui toucherait tous les humains, quoi, qui est que la vie, ça se brinque-balle de manière un peu inattendue. Vous êtes intervenu avant même le tournage, il me semble. L'inspiration de base, le point de départ du film, c'était la discussion avec le scénario et la discussion avec la réalisatrice. Au départ, il y avait une scène de fanfare à la fin. Il fallait que je compose une fanfare. Et cette chose n'a pas eu lieu, mais j'ai commencé à chercher des choses. D'ailleurs, des morceaux dans un style mexicain absolument étonnant, que personne n'a entendu, pas même Alex. J'ai commencé à chercher ça et j'ai commencé à chercher des thèmes. Il y avait l'envie de faire une musique qu'on pourrait qualifier de populaire ou accessible, en tout cas qui n'opposerait pas les codes d'une élégance de la bourgeoisie culturelle. J'ai essayé des choses avec la voix, j'ai cherché des instruments et Alex trouvait ça beau, mais c'était jamais convaincant. Au début du montage, elles ont posé des choses. Elles ont fait un gros ours et ensuite on a parlé et on a fait une session de travail en studio ensemble où on a déplié un peu les propositions aussi dans un but de présenter la possibilité de collaboration avec un compositeur parce que c'est tout nouveau pour Alex. C'est un outil qu'elle n'a jamais vraiment utilisé dans ses films, comment la musique rencontre l'image et comment ça produit une sorte de nouvelle matière. Il fallait essayer des choses et moi ce que j'essayais de faire c'était de débrancher totalement mon cerveau et de réagir à ces directions pour aussi qu'elles prennent conscience de ce que c'est guider un musicien, quoi, et de ce que ça va produire. Donc des fois elle m'a poussé dans des directions qui étaient trop, pas assez, jusqu'au moment où le saxophone est apparu. J'ai entendu un morceau où le saxophone m'a super ému et ça m'a ramené à un disque que j'adore de Dick Landry, des années 70, 16 saxophones, un saxophoniste avec des délais, c'est très très beau. Et il y avait un truc de souffle et il s'avère que j'ai un très bon ami, Pierre Borel, qui est un musicien de jazz qui vient de sortir son album Catapulte, qui est chroniqué dans The Wire. C'est un grand saxophoniste de jazz avec une technique extrêmement puissante en souffle continu.
Et il y avait un truc qui faisait un petit peu sens dans cette machine qui brinque-balle avec quelqu'un qui a une capacité, des modes de jeu qui peuvent être hyper heurtés et en même temps qui est capable de continuer à souffler à l'infini. C'est à la fois un rythme et un souffle, et c'est une composition difficile à interpréter, je pense, au final, et c'est là où Pierre est fort, et en même temps qui est basée sur des idées très simples de changement entre des croches et des triolets sur des mesures en sec 4 qui donnent l'impression qu'il y a du mouvement, alors qu'en réalité, il y a 3 notes à l'effet d'éléments simples. Est-ce qu'il y a eu une part vraiment d'intuitif ou alors ça passe quand même par l'écriture? J'ai écrit pour Pierre toutes les parties sur un cahier de musique des années 30 avec des très grosses lignes. J'avais l'impression d'être un enfant de 4 ans parce que j'ai pas fait le conservatoire, donc en plus j'écris la musique avec des notes d'un petit garçon appliqué. Et la partie improvisée, ça va concerner un solo dans le générique de fin où il fait des arpèges à toute vitesse hyper impressionnant. Et quelques petites libertés de rythme à des moments où je disais allez joue cet arpège en changeant de rythme quand tu veux, en ressenti. Donc il y a une petite part d'impro, mais dans l'ensemble non, c'était assez écrit quoi. Kika, donc, est cette jeune femme qui travaille dans un organisme social, mariée avec un enfant et qui s'avère avoir un amant. Et un drame la plonge dans une précarité financière et une détresse émotionnelle qui la contraint à explorer un univers inconnu qui est celui du BDSM. Est-ce que justement, ce personnage central qui est presque de tous les plans, où on épouse son pouls, on épouse son parcours, est-ce que la musique était d'être assez basque quelque part ? J'ai l'impression que la musique, elle se passe en 2 temps, parce que le film s'ouvre sur une image qui est d'une temporalité un peu difficile à déterminer, c'est un flashback, c'est un souvenir, et du coup on ouvre sur le thème, on présente le saxophone et la basse qui sont les 2 instruments principaux, tout est en 5/4 et que c'est une sorte de rotation. L'émotion qu'il fallait aussi créer au début du film, c'était une émotion d'une rencontre amoureuse pour qu'il y ait un drame. Donc là, on entre vraiment dans l'outil de la fiction musicale qui est le frémissement de se jeter dans le vide, quoi. C'est-à-dire, je suis bien, j'ai un enfant, tout est stable et pourtant, la vie me propose quelque chose d'inattendu. Est-ce que je le saisis, je le saisis pas? Et cette petite palpitation, voilà, il fallait la donner à sentir pour que ensuite le drame survienne et qu'on soit un petit peu dans un état de sidération comme avec le personnage principal. Mais du coup, la musique, c'est pas l'état de sidération, c'est plutôt un élan romantique coupé. Et ensuite, la musique revient sur la fin du film. Et son objectif, c'est pas de lui coller au basque, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui est bloqué de manière viscérale. Dans le placement musical, elle est là pour l'essor du sentiment romantique. Et puis, c'est vrai que cette absence finalement est très très fort. Ça marque que quelque chose s'est arrêté pour elle. Et donc ça, c'est très très fort parce que ce sentiment s'est arrêté. Voilà, et le retour marque la résilience, comme quelque chose de cyclique où la vie va repartir. Donc ça, ce placement musical, c'était quelque chose qu'avec Alex qui était vraiment dès le scénario anticipé. Non, c'était vraiment au montage avec Agnès Brucker. Elles ont fait un premier spotting. Moi, j'en avais fait un peu de manière très fonctionnelle aussi pour proposer cet usage de la musique dans ses fonctions, à savoir accélérer le temps, montrer qu'on prend de l'aisance dans une pratique BDSM par exemple. Il pouvait y avoir des séquences elliptiques, la question de la romance, l'arrivée du drame, est-ce que c'est quelque chose qu'on soutient ou pas. Donc il y avait un peu comme ça des questions, mais il a fallu trouver une recette un petit peu particulière, sachant que sa résilience, elle est toute relative. Elle fait un choix pour son futur, elle l'annonce,
mais on sait toujours pas vraiment qu'est-ce qui attend ce personnage, pourquoi elle avance comme ça. Du coup, je pouvais pas me dire la musique va soudainement rendre les choses lumineuses et régler la problématique d'un personnage comme un film initiatique. C'est pour ça que je disais il fallait donner la sensation qu'il y a quelque chose de bloqué qui s'adoucit. C'est pour ça qu'il y a une espèce de base rythmique, de grosse basse. C'était assez intéressant parce que Alex me poussait à en faire plus. Et là, moi, ça a été un moment où je me suis dit tout ce que tu m'as décrit de ton besoin musical, de ce que tu veux raconter et des ingrédients qu'on a, si je bouge les ingrédients, on en dit trop. Donc soit tu me demandes autre chose, soit la séquence doit bouger. Mais là, j'ai l'impression qu'on avait trouvé un équilibre grammatical et musical qui faisait sens. Et au final, je suis très content de cette séquence. Toutes les scènes physiques, c'est une absence musicale. Et c'est là où on est aussi un peu dans le documentaire. C'est-à-dire qu'on a ces longues séquences presque en temps réel, en immersion dans des lieux. Et là, l'absence musicale. Ça, c'était aussi dans la collaboration, finalement, de ne pas en mettre à ce moment-là. Ça, c'est vraiment aussi un choix d'Alex. C'est notre choix commun, puisque moi, j'en imaginais pas du tout. C'est là où je m'en remettais aussi un petit peu à ses intuitions, à l'image du personnage de Kika, qui fait des choses. Voilà, elle les fait. C'était aussi des formes d'intuition qui répondait pas à la pure logique fonctionnelle, mais qui était aussi un geste de cinéma et qui a construit ce gros trou sans musique au milieu. Je sais pas comment certains éléments de spotting se sont faits, mais il me semble hyper juste. Par le peu de musique et sa fabrication assez affirmée, peu d'éléments, et ben quand elle est là, on l'entend. Sa fonction et son sens est plutôt clair. Ça faisait du bien d'avoir un film où le temps musical est entendu, le temps du jeu est entendu. Pour une réalisatrice qui n'a pas vraiment manipulé la musique dans ses documentaires, là, quand il y a de la musique, elle est là vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus cette idée de la dissimuler. Non, elle a pas froid aux yeux et j'étais très content, j'ai pas pu aller au mix et je lui disais « S'il te plaît Alex, si tu baisses trop la musique et qu'on l'entend pas, juste la mets pas. Sinon, il faut qu'elle soit à un niveau où elle produise sa sensation parce que c'est comme ça qu'on l'a imaginé. » Ils ont fait un super travail avec Thibaut Macquart, big up Thibaut. Il y a une forme de radicalité et en même temps une opacité, une volonté de ne pas être didactique. Il peut y avoir le risque dans la musique de parfois trop en dire, d'expliquer quelque chose qui doit rester dans le cadre du flou. C'était vraiment une préoccupation, j'imagine, voilà, de pas trop expliquer. Bah, c'est juste que ce qu'il y a à expliquer, moi je peux pas l'expliquer, ce qu'elle traverse Kika. C'est-à-dire même si j'avais voulu, je ne saurais pas. Donc ce que j'ai expliqué, c'est plutôt quelque chose continue à bouger. Voilà, c'était ça ma mission. Ah, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Mais alors pourquoi et comment ? Est-ce que malgré tout, il y a quand même l'idée mélodique et une idée de progression ? Il y a une idée mélodique, il n'y a pas d'idée de progression. En tout cas, pas mélodique. Il y a une idée de progression rythmique, parce que ça bouge au début et ça bouge à la fin. Même si le personnage traverse un deuil, un drame, fait un choix, j'ai quand même l'impression qu'on arrive à un moment donné de sa vie, mais que peut-être que dans les 10 prochaines années, le mouvement continuera à brinque-baller, à lui poser tout un tas de questions et elle sera amenée de nouveau dans un tumulte. Du coup, la progression, elle n'est pas spécifique. Donc c'est du mouvement rythmique et par contre il y a une idée mélodique qui est une ligne de basse et le premier thème de saxophone sur lequel va venir se poser la suite harmonique de 3 accords sur lequel est construite toute la BO. Donc relativement simple aussi.
Par contre, il n'y a pas une tension-relâchement dans la mélodie. On vous a entendu chez Bertrand Mandico, donc évidemment là on est dans un cinéma aux antipodes, dans un réalisateur, Bertrand Mandico, qui est dans la fabrication, dans l'artifice, et l'artifice même visible, là où on est dans un réel. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu l'anti-Mandico, mais comment voilà, un compositeur, c'est ça que j'aime bien aussi dans la musique de film, c'est quand même un même compositeur peut faire deux univers aussi opposés et être soi-même malgré tout dans les deux univers. Comment vous pouvez considérer que vous reliez les deux univers ? Le cinéma d'Alex, il est fabriqué, il est extrêmement âpre, ses codes sont durs, très elliptiques, on les sent quoi. On n'est pas chez Frédéric Wiseman, on est dans un geste de fabrication. Par contre, en effet, dans le rapport à l'artifice, on est à l'os quoi. Mais bon, je me dis déjà, ça c'est une manière de sculpter. Donc je sais pas si je les opposerais si fort. Je trouve que c'est deux manières très fortes de faire des films. On pourrait les relier par la radicalité, le foisonnement face à l'ascèse. La musique se sent par son trop-plein ou son absence. Mon seul désir, les reines du drame, j'ai l'impression qu'on m'appelle pour mon romantisme, j'espère. Merci Pierre Desprattes pour Kika de Alex Poukine.